Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les clauses d'insertion professionnelle au cœur du numérique responsable, c'est l'objet de ce nouvel échange que nous vous proposons ici au cœur du Salon des maires des collectivités territoriales 2023. Merci à mes 4 invités d'être là. Nicolas Cross, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur achat et commande publique de Bordeaux Métropole. Merci d'être là. À vos côtés, Angélique Claus, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante chez Bearing Point. À vos côtés également Frédéric Dodin, bonjour. Bonjour. Monsieur le DSI de la région Centre-Val de Loire, Alexandra Bastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produits informatiques et télécom à l'UGAP. Merci de nous accueillir sur votre espace. Un mot sur les enjeux pour celles et ceux qui nous regardent, des maires, des élus, des décideurs locaux, quand on parle de clauses d'insertion professionnelle et de numérique responsable, de ces clauses au cœur du numérique responsable. Quels sont les enjeux, Nicolas Cross? De quoi parle-t-on? Déjà, naturellement, l'insertion sociale dans le numérique n'est pas forcément quelque chose d'inné. On pense souvent plutôt BTP ou entretien d'espaces verts ou nettoyage des locaux. Et on s'aperçoit finalement maintenant qu'avec le développement durable, le développement du développement durable, ça irrigue toutes les composantes et notamment le domaine du numérique. D'ailleurs, le législateur s'y trompe pas puisqu'on a une obligation maintenant réglementaire d'élaborer une stratégie numérique responsable et l'insertion sociale a toute sa place dans ce développement-là. Merci beaucoup. Angélique Claus, ce sont des évolutions, il y a eu des textes, des législations, tout cela est assez récent finalement. Oui, c'est un secteur qui commence à être de plus en plus mature. On voit apparaître de nouvelles réglementations. On a parlé de la loi AGEC, il y a la loi Rennes aussi pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. Le RG2A, tout ce qui est lié à l'accessibilité, ça va plus loin que les sujets de sobriété. On commence à amener d'autres sujets, inclusion, diversité, mixité. Et c'est important de commencer à s'intégrer dans ces démarches-là, surtout dans le numérique. On parle de 2022, de dispositifs assez récents qui amènent des changements en profondeur dans les interventions des organisations. On commence à en mesurer l'effet, on voit que ça bouge, il y a une prise de conscience et ça avance sur ces problématiques de numérique responsable. Frédéric Dodin. Oui, absolument. Il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de prendre ce sujet à bras-le-corps. Alors certes, on avait l'habitude de travailler sur l'angle de la sobriété, c'est-à-dire sur l'aspect environnemental, mais le numérique responsable, c'est pas que ça. C'est aussi l'accès des services publics sous l'angle du numérique, donc l'accessibilité de nos sites internet et nos services publics finalement pour le plus grand nombre. Et c'est aussi ces éléments de souveraineté qui arrivent aussi dans ces feuilles de route numérique responsable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les organismes publics reprennent un petit peu la main sur leurs données et sur les informations au sens large. Numérique responsable, des enjeux récents, mais on voit que, vous l'avez dit tous les trois, et on en fait le constat, notamment ici au Salon des maires des collectivités locales, il y a clairement une appropriation des décideurs. Un travail de pédagogie est bien sûr nécessaire, mais ça avance, ça bouge, ça évolue. Oui, tout à fait, ça bouge. On voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives de la part de nos clients sur ces sujets-là. Et effectivement, nous, à l'UGAP, en tant que centrale d'achat généraliste, on est là pour accompagner nos clients et en particulier les collectivités territoriales sur l'ensemble de ces sujets, à la fois d'inclusion, de clauses sociétales et de numérique responsable. Nicolas Cross, et tous les 4, si vous voulez bien, parlons des méthodes. On est sur un sujet qui suppose à la fois d'embarquer les agents, les former, un travail de pédagogie, d'embarquer aussi les parties prenantes, les territoires. Comment vous avancez très concrètement, Nicolas Cross? C'est quoi les méthodes? Parce que quand on dit clause d'insertion professionnelle au cœur du numérique responsable, vous avez posé les enjeux. Mais c'est quoi les méthodes pour avancer? Beaucoup de pédagogie déjà. Après, ce qu'il faut constater, comme ça a été dit, la réglementation a évolué et donc les consciences collectives évoluent aussi. Et je pense que tout le monde est de plus en plus prêt à se lancer dans le dispositif. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire, un accompagnement, une démystification aussi. Si je reprends l'exemple de l'insertion sociale, comme ce n'est pas forcément naturel, il faut peut-être expérimenter, tenter. Je vais juste vous donner un exemple sur un marché d'infogérance qu'on faisait auparavant en régie, qu'on a confié à un opérateur privé. On avait mis 6 000 heures d'insertion. En 3 ans, on en fait 40 000, 17 CDI à la clé. Donc du coup, c'est vraiment un objectif qui se tente. Et une fois qu'on peut capitaliser sur un succès positif, on entraîne plus facilement les autres. Ça veut dire l'expérimentation, regarder ce qui marche. Et quand ça marche, on généralise, on s'appuie sur le dispositif. C'est ça? Expérimenter, tenter, tester. Alors je rejoins tout à fait le fait d'embarquer le plus de monde possible. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder où on est. C'est de s'arrêter, de dire là actuellement, quelle maturité j'ai? Est-ce que j'ai assez de sensibilisation? Quelles sont les actions qui sont déjà en place? Parce qu'on voit que c'est quelque chose que les individus prennent à cœur. Donc parfois il y a des choses qui sont faites de manière naturelle, mais pas forcément formalisées.
Et après, c'est de se poser la question, où est-ce qu'on veut aller? Quelle ambition je me fixe par rapport à tous les sujets de sobriété? Donc, quelle réduction j'ai envie d'avoir? Quel impact j'ai envie d'avoir sur mon territoire? Est-ce que j'ai des ambitions très fortes? À quel terme aussi? Court, moyen, d'ici 2030, 2050? Et après, c'est vraiment la démarche, c'est comment on fait. Et là, je vous rejoins, c'est on co-construit ensemble, donc on prend le plus de monde autour de la table et on se pose les questions, qu'est-ce qu'on veut faire? Et on veut les faire bien sûr, mais c'est vraiment d'amener tous ces sujets, de piocher ce qui est le plus important et les leviers les plus forts, et après de contextualiser à chaque organisation, bien sûr. Vous rappelez l'essentiel finalement, c'est la vision, le pourquoi, enfin le comment après le pourquoi. Ce sont ces questions que vous êtes posées à la région Centre-Val de Loire? Oui, absolument. Donc on a une vision, c'est-à-dire il faut donner du sens et une vision sur ce que l'on veut faire. Donc définir absolument les grands objectifs. Donc ça, on compte évidemment, et c'est le rôle aussi de nos élus, de nos décideurs, de fixer le cap. Nous, on construit une feuille de route, c'est-à-dire derrière, par rapport à ça, comment finalement on va faire des engagements, quel objectif on peut se fixer, on peut fixer pour la collectivité. Et ensuite, on a eu à cœur de se dire, une fois qu'on a ces grands engagements, comment on construit des plans d'action concrets avec des indicateurs qui sont mesurables et pour lesquels on va pouvoir rendre compte des réelles initiatives qui ont été mises en œuvre. Donc c'est un peu l'idée de cette feuille de route que l'on a construite, c'est-à-dire une vision, une feuille de route à moyen terme et derrière des plans d'action concrets qui œuvrent et qui concourent à l'objectif de cette feuille de route. Dans cette trajectoire, Alexandra Bastien, à quel moment intervient l'UGAP? Vous n'êtes pas que prestataire, enfin vous apportez aussi une plus-value, je vais y arriver, en termes d'accompagnement, en termes de définition finalement de la stratégie? Oui, tout à fait. Nous, à l'UGAP, on intervient sur la phase pour accompagner nos clients à mettre en place leur feuille de route ou leur stratégie numérique responsable. Donc, on voit bien, en fait, on en a parlé, les niveaux de maturité sont différents en fait d'un client à l'autre. Donc, on va les accompagner, mais aussi on peut leur proposer des matériels reconditionnés. On n'est pas que sur des prestations effectivement d'accompagnement, mais on peut aussi proposer par les biais des marchés UGAP du matériel reconditionné, de la téléphonie reconditionnée, des copieurs reconditionnés et certaines références aussi de PC reconditionnés. Donc voilà, on allonge la durée de vie des matériels et on est aussi dans cet aspect numérique responsable et sobriété numérique. Oui, ça embarque des solutions multiples. À tous les quatre, pour celles et ceux qui nous regardent, quelle est la prise en compte des acteurs locaux? Est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a des maturités très différentes d'un territoire à l'autre, d'une collectivité, certaines qui sont plus en pointe, qui peuvent d'ailleurs inspirer celles qui sont moins au fait des enjeux. Est-ce que la question de la taille joue en la matière? Taille de la collectivité? Alors je pense que la question de la taille joue parce qu'il y a une dimension humaine et des moyens humains qu'on peut mobiliser sur le sujet qui sont quand même des éléments qui sont particulièrement chronophages si on veut se donner une ambition à respecter. Après, l'objectif aussi de ce numérique responsable, c'est d'accompagner les entreprises et de les faire monter en compétence, si je puis dire, pour pouvoir se dimensionner et répondre à des consultations qui sont en phase avec ce numérique responsable. Sur les maturités différenciées, vous Sur les l'observez? maturités, là on parle du tissu économique, mais il y a tout ce qui est associatif, l'éducation. Donc ça fait beaucoup on parle de parties prenantes différentes, qui ont des maturités différentes et des cercles d'influence aussi différents. Donc entre adresser un acteur économique versus un usager, c'est pas du tout la même chose. On les amène pas de la même manière, la sensibilisation n'est pas du tout la même. Et le travail d'accompagnement derrière est à décliner. C'est-à-dire entre un usager, lui faire comprendre que les services qu'on lui donne, c'est vraiment c'est pour lui, il faut qu'il en prenne main. Et les acteurs économiques, à l'inverse, leur dire maintenant dans vos activités, on a envie aussi de vous accompagner pour que vous puissiez proposer à nos usagers des services beaucoup plus responsables, plus sobres, plus accessibles. Je pensais au niveau différencié des maturités entre collectivités, mais vous avez raison, des niveaux différenciés de maturité entre parties prenantes. Comment on fait pour s'adresser à tous, embarquer les agents pour qu'ils portent la dynamique, s'adresser aux usagers, aux citoyens pour qu'ils s'approprient pleinement les dispositifs, les solutions, embarquer le tissu associatif, toutes les parties prenantes. Comment on fait?
Il y a déjà beaucoup d'initiatives en région Centre-Val de Loire, parce que c'est la région Centre-Val qui est une première région à mettre en œuvre une COP à l'échelle régionale. Hein. Sur son territoire, c'était en 2019. On est labellisé achat responsable depuis 2020. Voilà, donc il y a énormément d'actions qui vont dans ce sens. Maintenant, la collectivité avait à cœur de se dire, si on doit impulser, et ça fait partie de son ADN, toutes les transitions économiques, sociales et environnementales, elle se doit d'être exemplaire. Et donc on a construit finalement une feuille de route qui va être en 2 temps, une première feuille de route pour embarquer l'ensemble des acteurs du conseil régional, et c'est plus de 3500 personnes, dans cette dynamique à la fois sociale, environnementale, avec des plans d'action, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, assez concrets, voilà, pour embarquer l'ensemble des acteurs qui, pour ensuite porter cette voie finalement au niveau des territoires et au niveau de l'ensemble des acteurs qui sont au niveau économique et associatif. Alexandra Bastien, c'est clé que de le dire, l'accompagnement est indispensable, mais de tous, les citoyens, les usagers, les agents, ceux qui portent les décisions. Oui, tout à fait. L'accompagnement est primordial et c'est vraiment le rôle de l'UGAP d'apporter cet accompagnement et d'aider en fait nos clients à mettre en place, c'est ce que je disais, à mettre en place leur feuille de route stratégie numérique responsable et de leur apporter des solutions concrètes en fait pour un numérique plus responsable et plus vertueux. Des solutions personnalisées, adaptées à chaque acteur. Vous avez évoqué tous les 4 les indicateurs. Vous avez parlé d'indicateurs. C'est quoi les bons indicateurs de suivi? On sait que sur ces dispositifs, sur ces projets, sur ces solutions, il faut voir comment ça marche. Vous avez parlé d'expérimentation, de redispatcher une solution peut-être. C'est quoi les bons indicateurs qui permettent de suivre Question piège? Non. C'est-à-dire qu'on en a discuté en aparté tout à l'heure et je pense qu'un bon indicateur est un indicateur qu'on arrive à suivre déjà, ce qui est en soi accessible et compréhensible par tous. Exactement. Non, je pense qu'il faut surtout éviter de faire de la surenchère pour faire de la communication finalement, parce qu'on se rend compte, suivre les indicateurs c'est compliqué, et puis surtout vérifier la fiabilité de ces indicateurs est un enjeu vraiment très important pour demain, quoi qu'il arrive. Donc, par exemple, dans votre collectivité, vous en avez défini combien Alors, sur le numérique responsable, on a 40 indicateurs. Ah oui. Donc, on vient d'adopter la feuille de route un peu dans le même calendrier que la région Centre-Val de Loire. Et donc, maintenant, il va falloir les éprouver au quotidien. Donc, on a quand même pris le soin d'être en capacité de les suivre, parce que ça reste justement aussi une vitrine, y compris pour les élus, puis pour les communes du territoire, puisque ça sert aussi quelque part de catalyseur pour engager les démarches sur des territoires un petit peu plus petits pour les aider à se lancer également. C'est important, j'ai une clause. Alors 40 indicateurs, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Ça paraît comme ça un peu beaucoup, mais voilà, c'est surtout des indicateurs pertinents, lisibles, compréhensibles. Ils doivent être bien choisis pour qu'on puisse les communiquer facilement, bien choisis pour qu'on puisse les suivre dans le temps, donc qu'ils soient pérennes. On ne peut pas choisir un indicateur à un instant T, de se dire dans 10 ans, il ne nous sert à rien, on ne peut plus rien dire dessus. Et 40, je ne sais pas si c'est beaucoup pour répondre à la question. Je ne sais pas qui a la charge de les suivre, mais c'est vrai qu'ils doivent être bien choisis. Donc en choisir une dizaine, au moins pour les communiquer. Après, dans tout ce qui est opérationnel, oui, là, il y en a plus. Mais c'est de se dire, il y en a 10 qui sont bien choisis. On peut bien les communiquer dessus et c'est important de les avoir. Évidemment, ce n'est pas le nombre qui compte, on le comprend, mais c'est plutôt l'appropriation. Ce n'est pas l'indicateur en tant que tel, c'est s'inscrire dans une démarche d'évaluation, de suivi, d'adaptation des processus. C'est bien ça l'essentiel. C'est absolument ça l'essentiel. Donc nous, on s'inscrit en Centre-Val de Loire concrètement dans une démarche plus globale à l'échelle de la collectivité sur le pilotage des politiques publiques. Donc on a construit un dispositif général pour piloter l'ensemble des politiques publiques, et évidemment les indicateurs de numérique responsable vont venir nourrir ce pilotage global. Et comme vous le disiez, l'enjeu, c'est de savoir quelles données en entrée je dispose. Est-ce que cette donnée, elle est fiable? Est-ce qu'elle est de qualité? Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'un indicateur, on peut lui faire dire un petit peu ce que l'on veut aussi. Donc c'est important de bien le définir et de s'assurer qu'il sera disponible quand on en a besoin et qu'il est fiable. On parle là vous parlez de pilotage par la donnée, hein, c'est une nécessité. Cette question de l'évaluation, elle est centrale, d'ajuster, d'adapter les dispositifs. À l'UGAP, c'est de l'accompagnement dans la durée des solutions qui sont retenues. Oui, pardon, j'ai pas entendu la fin. On parlait des indicateurs qui permettent de mesurer la pleine appropriation des dispositifs et des solutions, et qui permettent aussi de repréciser un dispositif, de repréciser une solution, l'adapter. C'est votre job aussi, si je puis dire, que de porter cet accompagnement dans la durée.
Oui, bien sûr. On accompagne nos clients sur la durée, effectivement, et sur la totalité de leur feuille de route. Et on s'appuie, en fait, sur nos titulaires de marché, en l'occurrence Bearing Point qui est ici, mais pas que, puisqu'on a d'autres titulaires de marché qui accompagnent aussi les clients sur l'ensemble de leur projet, en fait. Donc vraiment dans la durée, effectivement. Et effectivement, ce n'est pas qu'un accompagnement de court terme. On arrive au terme de nos échanges et la programmation est extrêmement riche ici sur l'espace de l'UGAP. Peut-être un message de conclusion, un message fort, un message phare sur lequel vous voulez insister pour celles et ceux qui nous regardent. À vous écouter tous les quatre, finalement, il est question d'engagement, d'incarnation, de pilotage. Quand on parle d'indicateurs, on va parler plutôt de pilotage. Il est question d'embarquer l'ensemble des parties prenantes, donc des agents, mais aussi des citoyens, et puis finalement toutes les forces vives d'un territoire. C'est tout cela à la fois, les conditions de succès de ces projets? Oui, c'est tout ça à la fois, et c'est vrai que, comme ça a été rappelé aussi, le portage politique est vraiment essentiel pour pouvoir insuffler une dynamique. Donc je pense que tout commence vraiment par là, et je pense que globalement maintenant tout le monde est prêt à se lancer dans cette nouvelle dynamique. Ouais. Angéline, close votre conclusion, on le voit, les opportunités sont très fortes pour la suite. Pour rebondir, ce qui est important maintenant, c'est qu'on a compris les enjeux, on sait que c'est important de le faire, il faut agir, il faut y aller, il faut se lancer, il ne faut plus avoir peur. Voilà, c'est une belle conclusion, il faut y aller. Vous êtes d'accord, Frédéric Daudin? À un moment, il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut y aller, voilà, il faut mettre en place un plan d'action, il faut suivre, il ne faut pas lâcher. Évidemment, il y a beaucoup d'enjeux qui tournent autour de tout ça, et on voit bien que c'est un enjeu majeur quand même pour notre planète, pour nous tous. Et je pense que l'ensemble des acteurs maintenant, ils sont convaincus, donc il n'y a plus qu'à mettre en musique et se retrousser les manches, comme le disait Angéline, effectivement. Il faut se lancer avec méthode, avec accompagnement évidemment, mais il faut y aller, il faut franchir le pas. Oui, et vous pouvez le faire avec l'UGAP. Venez nous voir sur le stand. Non, mais voilà, on est là pour accompagner, et, vraiment pour aider nos clients et les collectivités sur cet enjeu majeur qu'est le numérique responsable et ses clauses d'insertion. Un enjeu majeur, les clauses d'insertion professionnelle au cœur du numérique responsable. Merci à tous les quatre d'avoir rendu accessible, lisible, pleinement compréhensible cet enjeu et ces méthodes. Merci à tous les quatre. Nos échanges se poursuivent ici sur l'espace de l'UGAP, au cœur du Salon des maires des collectivités locales, espace D09, si vous voulez suivre nos échanges. À très vite.